Docteur Max Fleury, bonsoir. Vous êtes médecin généraliste et hypnothérapeute. Alors, le mois dernier, fin août, s'est tenu à Paris un grand congrès mondial sur l'hypnose, auquel vous avez assisté. L'hypnose qu'on croyait relever, pardonnez-moi, du charlatanisme, est en train de faire une entrée magistrale dans le monde de la médecine. Docteur, est-ce que vous avez des cas concrets où l'hypnose, vous le docteur, vous l'utilisez parce que ça marche très bien dans tel et tel cas? Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça que je me suis formé donc, au travers d'un diplôme universitaire d'hypnothérapie. Donc peut-être qu'on reparlera de la formation tout à l'heure, c'est important. Parce que justement, dans certains cas, la médecine traditionnelle ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas avoir recours à la chimie, aux médicaments en permanence. Les gens qui font des phobies, par exemple, on a des thérapies qui sont des thérapies cognitives, mais qui sont longues. Et là, l'avantage de l'hypnose, c'est que c'est une thérapie brève, ça marche ou ça marche pas, mais quand ça marche très vite et très bien. Alors, phobie, par exemple, j'ai peur de prendre l'avion, je vais chez vous. En 10 minutes, j'aurais plus peur de prendre l'avion? C'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est pas non plus une baguette magique. C'est toujours ce que j'explique à mes patients à l'hypnose. Les gens, ils viennent un petit peu comme ça en croyant que voilà, on va faire un peu comme Mesmer, là, qui fait des spectacles, et puis hop, ils vont être débarrassés de leur phobie ou de leurs problèmes. Bon, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche en thérapie, en tout cas. Mais disons qu'en très peu de séances, en 2-3 séances, on peut arriver à déconditionner quelqu'un de sa phobie de l'avion, des ascenseurs, etc. Alors, on l'utilise également contre pour arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter la drogue. Dans les addictions, effectivement, ça marche bien, mais là encore, la motivation du patient, c'est essentiel. Parce qu'arrêter de fumer, c'est vrai qu'on voit des gens qui s'arrêtent puis qui reprennent derrière. Oui, donc, alors, c'est ce que j'ai. Souvent, les gens viennent voir un hypnothérapeute pour arrêter de fumer en pensant que ça va les dédouaner de tout effort et que voilà, finalement, ils n'ont pas très envie d'arrêter, mais avec l'hypnose, ça va leur donner envie d'arrêter. Eh bien, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. La motivation du patient, c'est quelque chose qui est absolument fondamental, avec n'importe quelle prise en charge. D'ailleurs, l'hypnose, pour l'arrêt du tabac, elle doit s'inscrire dans une prise en charge globale. C'est pas une baguette magique, là encore. Donc il faut être actif. En même temps, on sait qu'on utilise l'hypnose aussi pour calmer la douleur des grands brûlés. Absolument. Alors, ce qui veut donc dire qu'il y a un côté un peu baguette magique. L'hypnothérapeute entre et le patient aura moins mal une fois que l'hypnothérapeute aura agi. Là encore, c'est la douleur des grands brûlés, mais c'est toutes les douleurs, les syndromes douloureux chroniques, d'une façon assez large. Et en fait, on va jouer en hypnose sur la perception de la douleur. Qu'est-ce que c'est la douleur? Finalement, c'est un message nerveux qui est envoyé par une zone qui fait mal, qui est lésée, et qui va être interprété comme de la douleur par le cerveau. Donc grâce à l'hypnose, on va, entre guillemets, leurrer un petit peu le cerveau en lui faisant croire que ce message-là n'est pas finalement pénible. Et finalement, le message va continuer d'arriver. S'il y a une inflammation, une brûlure, les messages nerveux continuent d'arriver au cerveau, mais ils sont plus décryptés tout à fait de la même manière, en tout cas pas de manière aussi pénible, et donc le ressenti du patient est complètement différent. Alors précisément, l'hypnose est utilisée à l'hôpital. On va voir un petit reportage. Il s'agit d'une jeune fille qui suit une séance de chimiothérapie, ce qui peut être douloureux, et du coup, elle suit cette séance de chimiothérapie sous hypnose. On regarde. Un air très très pur, l'air pur de la montagne, où tu sens des odeurs de fleurs. Tout doucement, quand tu veux, tu ouvres les yeux, mais tout doucement, quand tu es prête. Mais on a piqué 2 fois ou j'ai rêvé? Non, ce sont des petites branches qui t'ont gratté l'épaule. J'ai senti quand même qu'on m'avait piqué à 2 reprises, mais ça a été, j'étais dans l'histoire et j'ai pas eu plus mal que ça. Plus on est anxieux, plus forcément on va avoir mal et quand on est détendu, l'anxiété, il n'y en a pas tant que ça. Alors elle a dit, mais on m'a piqué 2 fois où j'ai rêvé. Dans quel état on est? On est un peu endormi? Alors l'hypnose, c'est un état, d'abord faut le préciser, c'est un état complètement physiologique. Alors c'est un état certes un peu inhabituel. C'est-à-dire? C'est un mode de fonctionnement du cerveau qui est un petit peu particulier, qui n'est pas la veille active telle qu'on est là, ou les personnes qui nous regardent, qui n'est pas non plus le sommeil, c'est un état un petit peu intermédiaire, où le corps est un petit peu en pilotage automatique, mais où l'esprit est au contraire très focalisé. Et c'est là le rôle de l'hypnothérapeute, c'est d'arriver à concentrer le patient sur quelque chose en particulier. Et le cerveau, tout naturellement, va se mettre lui-même en mode hypnose. On s'est tous retrouvés à un moment ou à un autre, quand on est captivé par quelque chose qu'on est en train de faire, on n'entend pas le téléphone qui sonne, on n'entend pas la personne qui nous appelle, on est dans un état un peu hypnotique. On a tous été à un moment plus ou moins hypnotisés sans s'en rendre compte. Ça vous est jamais arrivé de rentrer chez vous en voiture et d'arriver chez vous en disant « mais je ne me suis pas rendu compte que je roulais
Voilà, je suis parti, je suis arrivé, je ne me suis pas rendu compte de la durée du trajet. Parce que je pensais totalement à quelque chose. Et pourtant vous vous êtes arrêté au feu rouge, vous avez écrasé personne, vous avez raté aucune priorité, vous étiez en mode hypnotique. Et donc ce mode hypnotique fait qu'on ressent moins l'extérieur, moins la douleur, etc. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que d'abord on peut provoquer cet état-là. Donc c'est ce qu'on fait. Alors ça, on va y venir, comment vous faites. On le provoque. Ouais. Et quand le cerveau est en mode hypnotique, il fonctionne d'une manière un peu particulière, ce qui fait qu'il va être beaucoup plus, pour lui, difficile de distinguer entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on va utiliser le mode hypnotique pour leurrer encore une fois le cerveau et lui faire prendre des vessies pour des lanternes, pardonnez-moi l'expression. Alors, comment on atteint ce mode hypnotique? On a du mal à le croire, là. Alors vous parlez tout doucement et vous seriez capable, ne le faites pas, mais vous seriez capable là, de m'hypnotiser. Alors, il y a des techniques, alors on appelle ça l'induction, déclencher un état hypnotique. Tout le monde, alors souvent c'est la première question que posent les patients qui viennent me voir, je ne sais pas si je vais être hypnotisable. En fait, tout le monde est hypnotisable. Ah bon? Oui, bien sûr. Mais il y a plus ou moins hypnotisable. Plus ou moins facilement, plus ou moins rapidement, plus ou moins profondément, mais on est tous capables d'entrer dans ce mode de fonctionnement cérébral, puisque c'est un mode physiologique. C'est comme ceux qui dorment, il y en a qui dorment bien, ils sont capables de s'allonger par terre et de dormir instantanément, d'autres c'est plus difficile. Vous êtes capable d'hypnotiser tout le monde, vous? Absolument. D'accord. Alors comment vous faites? On parle doucement? Alors, il faut connaître la personne? Voilà, alors il y a plusieurs techniques, c'est notre petite cuisine à nous, mais dans tous les cas, il faut s'adapter au patient, parce que chaque patient va avoir une sensibilité un petit peu différente. Il y en a qui vont réagir au mouvement, donc on va utiliser des mouvements. On va utiliser les sensations du corps. D'autres sont plus sensibles à ce qui est auditif, donc la voix va avoir un impact très important, le rythme de la voix. On va caler son phrasé sur la respiration du patient. Et sans s'en rendre compte, et souvent c'est ce que je dis à mes patients, sans s'en rendre compte, ils basculent très progressivement en mode hypnotique, un petit peu comme ça vous arrive peut-être de vous endormir devant la télévision, vous vous rendez pas compte à quel moment exactement vous êtes endormi. Vous avez glissé d'un état à un autre sans vous en rendre compte, et puis c'est quand vous vous réveillez que vous dites « Ah, je me suis endormi ». Ce qui est curieux, c'est que souvent vous faites ça, par exemple, quand on est opéré, on est en état de stress. Oui. Et on arrive à vous suivre dans ce mouvement de balancier. Vous voulez nous accompagner? Parce que moi, quand je suis stressé, je ne suis pas réceptif à votre... Tout l'art, si on peut appeler ça comme ça, l'art de l'hypnothérapeute, c'est justement d'aller chercher le patient là où il est. Et de l'amener progressivement dans un état de détente. Alors c'est plus ou moins facile en fonction des gens. C'est pour ça qu'en thérapie, c'est extrêmement important que le patient d'abord ait confiance dans son thérapeute. D'accord. Et que le thérapeute prenne suffisamment de soin d'interroger son patient pour connaître son univers, pour savoir à quoi il va réagir le mieux. Si par exemple un patient vient me voir, je lui demande quels sont ses loisirs par exemple. Si la personne me dit je fais du tennis, je fais du golf, je sais que forcément le mouvement c'est très important pour lui. Donc je vais utiliser cette porte d'entrée, si on peut dire, pour induire le phénomène hypnotique. Si la personne me dit qu'elle est peintre ou qu'elle fait de la photo, je sais que là c'est l'imagerie qui va avoir de l'importance. Donc je vais lui faire imaginer des choses. Et comme je dis toujours, moi je suis le scénariste, le patient c'est le metteur en scène. Donc il s'imagine tout ce que je suis en train de lui raconter. Est-ce que vous pouvez en faire ensuite ce que vous voulez? Est-ce que vous pouvez lui dire lève-toi et va voler On pourrait. Donc c'est dangereux quand même. Alors, on pourrait dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'il faut toujours que le patient soit d'accord. Mais même quand il est hypnotisé? Oui. Il faut qu'il soit d'accord. On ne peut pas faire quelque chose à quelqu'un sans que, profondément au fond de lui, on ne pourrait pas faire commettre un meurtre, parce que c'est le grand fantasme, à quelqu'un sous hypnose, ou un attentat suicide. Il faut que d'une certaine manière, il adhère à ce processus. D'accord. Ça pourrait le rendre plus facile, peut-être. Ça pourrait lui permettre de franchir le pas. Quel est le cas d'inconscience qu'on atteint? Est-ce que ça marche bien pour les anesthésies locales? Ça ne peut pas marcher pour une anesthésie générale quand même? Non, alors, quand on voit par exemple l'utilisation de l'hypnose au bloc opératoire, d'abord il faut savoir qu'il faut que toute l'équipe médico-chirurgicale, donc à la fois les anesthésistes, les infirmiers, les chirurgiens, soient d'accord, parce que ça prend du temps quand même d'induire une hypnose. On ne le fait pas en claquant des doigts. Comme vous disiez, le patient, il faut le calmer, il faut rentrer dans son univers, ça prend un peu de temps, donc il faut que l'équipe soit... Il ne faut pas qu'il y ait de bruit dans le bloc opératoire, il faut que tout soit calme, donc c'est une ambiance un peu particulière. Et puis ça va permettre non pas une anesthésie complète, mais de réduire au maximum la dose de produits qu'on va pouvoir utiliser pour anesthésier le patient. Donc il y a des cas où c'est très important.
Voilà. Et si on veut se faire hypnotiser, donc on tape hypnothérapeute sur Internet, c'est remboursé par la Sécu? Non, pas du tout. Alors, l'hypnose, ce n'est pas remboursé par personne, pour l'instant. Okay. C'est pas remboursé et il faut aller voir quelqu'un qui est formé, de préférence un médecin, quelqu'un qui a fait une formation sérieuse, parce que là, on voit n'importe quoi fleurir sur les réseaux sociaux et c'est un petit peu délétère quand même. Merci beaucoup, docteur Max Fleury, donc médecin généraliste et hypnothérapeute. Restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air.